Bonjour à tous et merci à Hélène et Frédéric pour cette charmante invitation. Avec les années, j'ai de plus en plus l'habitude de venir en France. Je viens de Belgique et donc j'ai l'impression, année après année, de faire partie de la famille et c'est plutôt assez agréable pour moi de venir régulièrement ici. Mon nom est Michel Toussaint, je suis kinésithérapeute et je suis le gestionnaire du centre de ventilation mécanique au domicile à l'hôpital de réadaptation Inkendal qui se trouve dans la partie nord du pays. Donc ma langue de travail c'est le néerlandais, mais je suis francophone donc je vais vous parler en français, comme ça soyez rassurés, je ne vais pas vous brouiller en néerlandais, pas d'inquiétude. Donc en fait on m'a demandé de vous parler des indications et des modalités de la ventilation diurne. Et donc on entend par ventilation diurne l'extension de la ventilation de nuit vers la journée, allant progressivement vers une dépendance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc on commence par le début, mais vous allez voir après qu'on va progresser. Finalement, quand on parle de ventilation de jour, on n'a pas des milliers d'interfaces. Il y a la classique trachéotomie et puis on a les interfaces de ventilation non invasive que sont la pipette buccale, la mouthpiece. Je vais plutôt parler de mouthpiece que de pipette buccale, mais c'est la même chose, hein, c'est l'embout buccal. Et également le masque nasal. Alors, rapidement, parce que je sais qu'il y a une table ronde à l'heure du midi sur le sujet, mais l'idée ici, c'est de vous parler de trachéotomie dans le but de ventiler la journée. De manière générale, c'est de moins en moins proposé en première intention comme interface pour la ventilation diurne, mais il existe quand même quelques indications résiduelles, telles que le fait qu'on n'ait plus d'accès à la VNI, comme par exemple dans des SMA de type 1 ou dans d'autres maladies avec une composante bulbaire sévère. Également lorsqu'on parle de contexte périopératoire complexe, le cas d'opération du rachis par exemple. L'indication pour nous qui reste une des indications les plus importantes où on a recours quand même de temps en temps à la trachéotomie, c'est le troisième point. C'est en cas d'encombrement bronchique sévère, chronique, ça veut dire que ce sont les patients qui sont tout le temps encombrés et chez qui la toux est inefficace malgré l'utilisation des techniques instrumentales ou non instrumentales dont vous parlera Mathieu Lacombe juste après. Alors c'est un petit peu une provocation pour moi de vous parler en premier cas clinique justement d'un patient qui a été trachéotomisé parce que la tendance a été le tout à la trachéotomie, puis revers de médaille, le tout à la ventilation non invasive. Mais je pense qu'il y a encore des indications de ventilation par trachéotomie. Ce cas, c'est un garçon de 39 ans, atteint de myopathe du chêne, qui était un professionnel de la ventilation. Il a vécu 20 ans avec une VNI nocturne, masque nasal, 14 ans avec la ventilation et la pipette buccale. Et ce patient a développé une infection respiratoire aiguë et un pneumothorax. Il a été intubé 3 fois en 2 mois, chaque fois réextubé, avec chaque fois un retour vers la ventilation non invasive. C'est ce que vous voyez, hein, intubation masque nasal, etc. Et après une succession d'allers-retours du tube vers le masque nasal, finalement, Philippe en avait vraiment assez de cette période de sa vie. On a discuté avec lui d'une trachéotomie, il a choisi la trachéotomie, et donc c'était son choix. La crainte de Philippe par la suite, et il m'a un jour dit ça pendant qu'il était en train de manger, j'avais été le voir au réfectoire, il m'a dit « Ce que je crains par-dessus tout, c'est qu'on me reparle de ventilation non invasive ». Comme quoi, parfois les gens peuvent changer, même après avoir utilisé 20 ans, leur ventilation non invasive. Donc simplement pour vous dire, je pense qu'il n'y a pas de religion, il existe un certain nombre d'indications résiduelles. Ici, le travail de Frédéric, c'était un travail multicentrique, publié en 2014, où on voit clairement que quand on compare les différentes interfaces de ventilation non invasive, entre la pipette buccale et le masque nasal, on voit clairement qu'avec l'augmentation du nombre d'heures de ventilation sur 24 heures, vous voyez sur le droit de la diapositive, la colonne noire représente les patients utilisant la pipette buccale et vous voyez que 90% de ces patients utilisent la ventilation par la pipette buccale. Par rapport à l'utilisation du masque nasal versus la pipette buccale, en fait, on peut discuter à l'infini de ça. Je pense qu'en fait, la logique veut que ce soit le choix du patient. On lui propose différentes interfaces. En première intention, la pipette buccale, mais pourquoi pas utiliser le masque nasal de temps en temps, par exemple dans des activités telles que les trajets en taxi,
lorsque les patients, par exemple, se déplacent à l'intérieur ou à l'extérieur. Au choix du malade, certains utilisent plutôt l'une ou l'autre interface. Alors parlons maintenant à proprement parler du sujet, les indications. Alors les indications, c'est très très vague, on trouve très peu d'éléments dans la littérature. On est finalement obligé de se replier sur les indications de l'American Thoracic Society de 2004, repris en 2009, nous disant qu'il faut attendre que les patients développent une hypercapnie de jour, bien sûr chez des patients qui sont déjà ventilés la nuit de manière efficace. Nous ne sommes pas d'accord avec cette indication. Je pense qu'il y a vraiment lieu de changer ça. Un travail que nous avions publié il y a déjà pas mal d'années avait montré qu'au moment de l'hypercapnie de jour, 95% de ces patients souffraient déjà de dyspnée. Marjolaine nous expliquait hier que peut-être, effectivement, des patients qui sont en souffrance, cela peut constituer une indication suffisante pour démarrer une ventilation durant la journée. On a également déjà parlé des symptômes. Les symptômes liés à la dyspnée durant la journée sont un petit peu différents parfois de ceux de la nuit, de manière assez marquée. Ce sont des patients qui ont régulièrement des pertes d'appétit, voire même développent de l'anorexie. Il n'est pas rare de voir des patients perdre 10, 15, 20 kilos en très peu de temps. Perte d'énergie également, c'est quelque chose de très marquant, où par exemple quand on interroge les familles, on nous dit que tel patient pouvait s'asseoir toute la journée et en quelques semaines, voire quelques mois, il reste au lit la moitié de la journée et se lève par exemple un petit peu dans le courant de l'après-midi. Ce sont des signes qui ne trompent pas. La déprime également. Et le dernier point dont on parle très peu, que nous avons remarqué dans nos séries de patients, c'est une chute très rapide de la capacité vitale. Ce travail a été fait 2 années plus tard pour essayer d'un petit peu mieux comprendre le phénomène de dyspnée. Et donc, en fait, nous avons étudié une 50aine de patients atteints de maladie de Duchenne et nous avons mesuré un certain nombre d'indicateurs de la charge sur les muscles inspiratoires. Un de ces indicateurs était le Tension Time Index, et qui est en réalité le produit du temps inspiratoire relatif par rapport à la force relative que l'on utilise au repos pour déclencher un cycle inspiratoire. Et nous avons observé 2 types de catégories de patients. La première catégorie, c'était des patients qui étaient hors du risque de développer de la fatigue de muscles inspiratoires, ayant un temps inspiratoire relativement court et utilisant relativement peu de force au repos pour inspirer. À côté de ça, nous avions un deuxième groupe de patients, ils étaient une dizaine, pour lesquels, à l'inverse, le temps inspiratoire en proportion du temps total d'un cycle respiratoire comparé à la force inspiratoire des muscles, eh bien, ces patients-là montraient effectivement qu'un plus long temps inspiratoire et une plus grande force utilisée pour développer le cycle les mettait à risque de fatigue. Et donc l'idée, c'était, chez ces patients, de comparer en fait cet indicateur de charge des muscles avec le score de dyspnée dont on a déjà parlé, de 0 à 10, 0 signifiant une grande facilité à respirer, 10 signifiant une grande difficulté à respirer. Et on a pu mettre en évidence une relation entre un risque élevé de fatigue et un score de dyspnée élevé, et à l'inverse, peu de risque de fatigue et un score de dyspnée peu élevé. Dans ce travail, l'intervention a été de proposer en milieu de la journée 2 heures de ventilation à l'embout buccal, et nous avons pu observer chez l'ensemble de ces patients, 10 sur 10, que, en même temps qu'ils rediminuaient leur risque de fatigue des muscles, eh bien, leur dyspnée diminuait, ainsi que l'ensemble des symptômes cliniques chez ces patients. Alors, en vue de préparer un meeting que vous voyez ici en orange, qui est un meeting européen que nous allons préparer pour l'année prochaine avec mes collègues Miguel Gonçalves, Michel Chatwin, Jésus Gonzalez et moi-même, nous avons réalisé une petite enquête. L'idée étant de demander à différents centres de ventilation de par le monde quelles étaient leurs habitudes en matière d'utilisation de pipettes buccales. Et nous avons contacté un peu plus d'1 millier de centres par email. Nous avons obtenu 171 réponses, dont une quarantaine nous ont dit c'est sympa, mais on n'utilise pas la pipette buccale. Et donc nous avons 131 réponses positives de centres utilisant la mouthpiece, l'embout buccal.
Et donc, je ne peux pas encore parler de l'ensemble des résultats, mais par rapport à l'indication, quels sont les résultats préliminaires que nous avons obtenus, c'est que la première indication, le premier indicateur pour les 131 centres pour démarrer une ventilation de jour, eh bien, c'est effectivement, ça consiste au fait que les patients développent des symptômes de difficulté respiratoire, c'est-à-dire la dyspnée. Ce qui est plus inquiétant, c'est que pour l'ensemble de ces centres, 60% d'entre eux nous disent qu'un des premiers critères est également l'hypercapnie diurne, ce pourquoi nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Améliorer la nutrition dans 50% des cas, également améliorer la capacité de toux dans 40% des cas. Un travail très intéressant de Julie Nardi et ses collaborateurs a montré qu'effectivement, une bonne manière d'introduire la ventilation diurne, c'est de le faire précisément lors des activités de jour qui consomment de l'énergie, c'est-à-dire durant les repas, mais également après les repas. Durant les conversations, au téléphone par exemple, on voit clairement ici un patient, c'est le patient numéro 3 de cette étude, où l'on voit clairement que durant l'appel téléphonique, le taux de CO2 a tendance à augmenter et la saturation à se maintenir quand même à 95%. Une dernière indication, c'est très très clinique, les patients qui vont à la toilette. Donc c'est une activité qui consomme de l'énergie et donc ce n'est pas idiot de proposer d'utiliser la ventilation quand on va à la toilette. Par rapport aux modalités d'utilisation, ceci pour vous montrer comment ça se passe en réalité si on observe un patient sur une fenêtre de 20 secondes chez un patient ventilé avec un mode volumétrique avec une fréquence de 15 cycles par minute, donc un système volume contrôlé avec un volume courant de 500 millilitres. Ce que fait la machine, c'est donner un cycle qui est toujours le même, à peu près 500 millilitres. Et donc le patient, lui, il va utiliser ces 500 millilitres comme il l'entend. Par exemple, le patient va décider de pincer les lèvres et de prendre 100% de son volume inspiratoire. Mais il est possible que lors du cycle suivant, il ne prenne que 50% et que donc 50 autres pourcents partent en fuite dans la pièce. Il est possible que lors du troisième cycle, le patient veuille parler ou déglutir et qu'il décide de lâcher l'embout buccal ou de faire suffisamment de fuite pour ne prendre aucun millilitre du volume courant donné par l'appareil, et ainsi de suite, peut-être 60%, 30%, et finalement repincer les lèvres pour reprendre une inspiration complète. Et donc les fuites font partie intégrante de la ventilation à la mode PI, c'est quelque chose de normal, c'est géré par le patient, et il ne faut pas intervenir dans la gestion des fuites chez les patients. Quel est l'embout buccal préféré des patients? De manière très générale, nous avons observé qu'à peu près 50% préfèrent le système de la straw, vous savez, cette espèce de paille en silicone qui est relativement souple. Et en revanche, également, 50% préfèrent l'embout buccal classique, qui est la pièce en plastique blanche qui est accoudée. Donc, c'est important quand on démarre la ventilation d'avoir les deux embouts, puisqu'on sait à l'avance que un patient sur deux préfère le premier système et l'autre le second système. Par rapport au système de support de pipette buccale, là pareil, on a à peu près 50% qui préfèrent des systèmes qui sont customisés, qui sont réalisés par les équipes. En revanche, il existe également des bras de support qui fonctionnent très bien. Et c'est kiff-kiff, 50% choisissent l'un, 50% choisissent l'autre système. Dans cette même étude, ce même questionnaire que nous avons envoyé aux 1000 centres avec les 131 réponses, nous avons pu observer également que 60% des centres utilisent un mode PIS spécifique et dédié à la ventilation par pipette buccale. À la question « Préférez-vous le système volumétrique, les modes volumétriques ou les systèmes pressurisés ?» nous avons pu voir que le système volumétrique est 3 fois plus utilisé que le système barométrique, mais 50% des centres nous disent utiliser quand même les deux modes de ventilation à volume et à pression. Et finalement que 80% des centres utilisent un circuit passif, donc sans valve expiratoire. Voilà, ce sont les résultats préliminaires de cette étude. Je vais maintenant vous montrer une petite vidéo pour un peu vous montrer 2 cas de figure, en fait même 3 cas de figure, d'un patient adulte, c'est un patient intelligent qui a fait des études, c'est un comptable,
Et ce garçon donc, a une SMA de type 2. Quand il était enfant, je l'ai connu quand il avait 2 ans. On pensait que c'était même un SMA de type 1, et puis il a grandi. Il a survécu aux 2-3 premières années avec les retours incessants, soit intensifs. Et puis c'est devenu un adulte qui a une vie autonome pour l'instant. Et ce que je vais vous montrer, c'est justement comment il l'utilise. Ah, voilà, c'est parti. Alors je ne sais pas si on aura du son, mais sinon je vais vous le commenter. Donc le premier mode de ventilation, c'est le mode VAC, mode volumétrique contrôlé. Vous voyez un volume courant de 620 ml et un temps inspiratoire qui est fixe à 1 seconde 20. Et voilà le tracé extrêmement typique, c'est pareil qu'en ventilation nasale finalement, où vous voyez un débit qui est complètement plane et vous voyez en fait des pics de pression. Voilà, le patient utilise sa ventilation en pinçant bien l'embout. C'est la même sensation que l'autre respirateur? Les sensations sont quasi les mêmes. Si ce n'est qu'avec l'autre tuyau, l'air a l'air de venir un peu plus brusquement et directement. Mais j'ai l'impression d'être aussi bien ventilé avec celle-ci qu'avec l'autre. Donc la question c'est, est-ce que tu supportes bien un circuit à fuite? Très bien. Il avait l'habitude d'être ventilé avec un circuit à valve. Il dit c'est pareil. Aussi, si ce n'est qu'après avoir lu quelques phrases, il a un peu plus de temps à retrouver le bon paramètre, le bon volume. Le bon volume, oui. Donc après avoir parlé, il nous dit que la machine met un petit peu de temps avant de redonner son volume courant ciblé. Deuxième mode, c'est le mode pressurisé contrôlé, avec une pression de 22 cm d'eau. Même fréquence à 23, étant inspiratoire pareil, fixé à 1 seconde 20. Alors vous voyez qu'en fait la courbe de débit est complètement différente, avec une pointe de débit. Vous voyez ? Et donc en fait il n'y a pas de stabilisation du débit chez le patient. Et on va lui demander comment lui perçoit la différence. Ici avec le système à pression, c'est quand même fort différent. C'est très différent. On a l'impression que l'air arrive beaucoup plus violemment dans les poumons. L'air arrive plus violemment dans les poumons. Quand je tripe, l'air arrive fort dès qu'il y a une fuite. L'écran de courbe que vous voyez ne correspond pas au moment où il parle. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on l'entend. Quand il relâche l'embout, ça fait plein de fuites. Alors ces fuites sont compensées, ça donne des débits très élevés qui le gênent. Troisième mode, c'est le mode pressure support. La différence ici, c'est un temps inspiratoire minimum et maximum. Vous voyez que le cyclage est à 45%, et du fait que le cyclage est à 45%, ça veut dire qu'il va expirer très vite. Donc en fait, ce qu'on peut conseiller si on utilise ce mode-là, c'est d'avoir un cyclage beaucoup plus bas pour que le temps expiratoire soit un petit peu retardé. Qu'on arrive au bon volume, qu'elle expire déjà. Et donc, j'ai vraiment l'impression de ne pas être bien ventilé quand même. Tu ne reçois pas le volume qu'il faut. Ouais. D'accord. Parce qu'il expire trop tôt. Oui. Oui. Et pour parler, même problème qu'avant. Parce que ça souffre. Vous voyez manifestement la compensation de fuite qui l'embête beaucoup. Oui. Voilà, quand tu relâches, quand tu fais des fuites, ça continue à souffler très fort. Et j'ai l'impression que comme il expire plus vite, j'active aussi beaucoup plus facilement le trigger, vu que je me dis, j'ai travaillé là-dessus, donc allez, je continue à respirer, et du coup ça va plus vite. Voilà, il avait également la sensation en fait, que le trigger était trop sensible, que quand il gardait en bouche, la machine était déclenchée un petit peu sans arrêt. Voilà. Bon, c'était assez intéressant de voir l'avis d'un patient par rapport à ces modes. Pour parler, on voit manifestement ici la différence entre le moment où il est ventilé et le moment où il parle. C'est facile pour parler avec le mode volumétrique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la machine ne compense pas les fuites. Et donc, c'est assez facile pour lui. En revanche, quand on regarde le circuit à mode
pressurisé ici. Il dit que c'est difficile parce qu'on voit manifestement ici, il ne parle pas, et puis il a un moment ici où il parle, et la machine chasse de l'air dans la bouche, et c'est ça en fait qui est un peu désagréable pour lui. Pour tousser, pardon Mathieu, je ne sais pas si tu veux parler de ça, mais en tout cas, grâce à la ventilation, à la pipette buccale, c'est facile de créer de l'air stacking, que vous voyez très bien ici, une montée en pression, puis une deuxième montée en pression. Donc il y a une possibilité de stocker l'air avant de tousser en mode volumétrique. En revanche, on voit clairement ici que c'est difficile pour lui. Il essaye en fait de progressivement stocker de l'air et de faire monter sa pression dans les poumons, mais il n'y arrive pas. Ici, c'est un petit travail sur une vingtaine de patients qui est en phase de publication et qui posait une des questions par rapport à la fréquence à mettre sur le respirateur. Est-ce qu'il vaut mieux mettre une fréquence à 0 ou bien est-ce qu'il vaut mieux mettre une fréquence de backup, donc une fréquence fixée? La réponse étant que la plupart des patients qui ont plus de 6 heures d'autonomie sur 24 heures, eh bien, c'est très facile de démarrer avec une fréquence à 0, et donc ça veut dire que le patient doit triguer chaque cycle inspiratoire. En revanche, et ça c'est peut-être un petit peu nouveau, c'est que les patients avec moins de 6 heures d'autonomie, au contraire, préféraient avoir une fréquence de backup. Là, je pense que cliniquement, c'est peut-être un élément assez intéressant pour les premiers réglages de la machine. Alors ici, c'est une image que j'aime beaucoup parce que c'est un patient que j'ai rencontré en Tchéquie, qui s'appelle Martine. Il s'agit d'une maman qui avait un contact, qui a vu en fait mon adresse email sur Internet, qui m'a contacté en disant « Mon fils est en train de mourir, est-ce que vous pourriez m'aider ?» Alors j'étais chez mon patron, je lui ai dit « Ben voilà, je regarde l'email, il dit « Tu peux y aller ». Donc j'ai pris un respirateur, j'ai pris masque nasal, les circuits, pipette buccale, et j'ai tout installé. C'était il y a 8 ans. Ce patient faisait 20 kilos, et la seule chose qu'on a modifiée chez lui, c'est la ventilation, point final. Et ce patient a repris 15 kilos simplement par le fait qu'il était ventilé. C'est une très belle histoire. C'est un patient que je vais encore voir l'année prochaine. Et ce qui est intéressant, c'est regarder, il va skier avec sa maman et il utilise sa pipette buccale, même en allant faire du ski avec sa maman. C'est un truc de dingue, je trouve. Alors vous voyez le même Martine qui va faire du vélo avec la famille et les copains. Et pareil, il utilise encore la pipette buccale, même en extérieur. Là, il s'agit d'un autre garçon, qui s'appelle Doug Robbins. Et Doug habite à Cairns, en Australie, que j'ai rencontré plusieurs fois également. Et voilà, il est marié, vous voyez, il est avec son épouse à la maison. Les Australiens, ils adorent nager, ils adorent être à la piscine. Et Doug, en fait, il est acteur. C'est un acteur de théâtre. Et quand il est sur scène, eh bien, il utilise sa pipette buccale. C'est aussi assez quand même incroyable. Ça, ce sont deux frères jumeaux que j'avais rencontrés à Melbourne, ventilés l'un et l'autre par le masque nasal. Et ça, c'est Antoine. Et vous voyez en fait la famille complète. Antoine, en fait, vous pouvez deviner qu'il est ventilé. Il a une trentaine d'années, il a une myopathe du chêne, le respirateur est ici, le circuit passe là, et vous voyez en fait le masque nasal ici. J'adore cette photo qui montre en réalité deux choses. Un patient ici, c'est le gardien de but qui est ventilé par trachéotomie. Hein, vous vous souvenez, il joue au hockey. Et celui-ci, il est ventilé par pipette buccale. Je trouve assez amusant d'avoir la même chose sur les deux interfaces possibles sur la même photographie, sur la même image. Les messages par rapport à la ventilation. Les indications sont basées sur la dyspnée, sachant que l'hypercapnie est souvent trop tardive. Je pense qu'une des clés, c'est de commencer tôt, ventilation précoce. On peut proposer 2 heures en milieu de journée et idéalement durant les activités qui consomment de l'énergie. Nous, on pense que pendant et après le repas de midi, c'est le moment idéal. Modalité, la mode PI, c'est en premier choix, parfois avec le masque nasal en combinaison. Les fuites sont normales, laissez-les gérer par le patient. On utilise le circuit à fuite dans 80% des centres de ventilation non invasive. On utilise le mode volumétrique en première intention. Si la ventilation spontanée, l'autonomie est supérieure à 6 heures, on peut utiliser en première intention une fréquence à 0. On peut utiliser la mode PIS dans le cadre d'une ventilation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Et nous pensons également que c'est une méthode qui a fait ses preuves maintenant, qui est efficace et assure une bonne qualité de vie. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, Michel, on n'était pas dissipé du tout avec Frédéric. Non, pas du tout. En fait, j'étais surpris, ça sera peut-être la première question. C'est vrai que moi, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser une ventilation spontanée avec une fréquence à 0 chez ces patients-là. Donc, le résultat de l'étude, c'est en fait, parce que il n'y a aucun risque, au-delà de 6 heures d'autonomie, ça se passe très bien, y compris la nuit. Donc en fait, on n'a pas mesuré le risque, on a simplement demandé aux patients quelle était leur préférence. Donc le titre du papier, c'est « Patient Preference ». Donc qu'est-ce qu'ils choisissent ? Et ils choisissent en général plutôt la fréquence à 0 quand ils ont une bonne autonomie. Et ce qui est amusant, c'est que le CanVent, donc c'est en fait le site canadien qui est géré par l'équipe de Doug McKim, a publié à peu près les mêmes résultats. Non, simplement, Jean-Louis, c'est le 0, c'est pour la, juste pour la pour mouthpiece, hein. C'est pas la nuit. Ouais. C'est pas la nuit, hein. Ouais, c'est pour la piste buccale. Ouais. Parce que le problème quand on est en volumétrique, c'est que plus t'as de fréquence, ça se trouve dans la figure. Ouais. C'est pour la. J'ai cru que c'était dans l'ensemble des situations. Non, on est bien d'accord. Ouais, c'est que pour la nuit. Okay, d'accord. Non, donc mon intervention, c'est bien la ventilation 2 jours. Oui. Merci Michel pour cette belle présentation. Et juste, j'ai rebondi sur l'histoire de la pipette avec une fréquence. J'ai compris que vous mettez 0 au 3, c'est ça? La fréquence des rattrapages que vous mettez avec la pipette dans l'autre groupe, c'est 3 par minute? Non. Donc dans l'autre groupe, oui, c'est en fait la fréquence de nuit. Donc la moyenne sur nos patients, ce n'est qu'une moyenne, c'était la fréquence de nuit moins 3. Donc un patient qui est ventilé... J'avais compris 3. Voilà. Non, parce que la question, c'est, nous avons essayé ça, et en fait, les patients, comme Hélène dit, il se plaint en fait que la machine envoie de l'air dans la figure, dans le visage. Est-ce que vous avez testé dans cette étude, peut-être que l'étude il est un peu plus ancienne que les nouveaux modes, est-ce que vous avez testé les triggers touch, c'est les triggers, les touch ou les MPV triggers, c'est-à-dire les triggers par interruption de débit, parce que souvent, ces patients qui ont la difficulté pour déclencher la machine avec la pression négative parce qu'ils n'ont plus de muscles, dès que tu mets ces triggers, ils sont très à l'aise et avec une fréquence à 0, ça marche très très bien. Est-ce que dans cette étude, vous avez testé ces triggers? Oui, tout à fait. Oui, et ils préfèrent quand même la fréquence des rattrapages? Oui, absolument. Et ils ne sont pas gênés par le fait que la machine envoie de l'air alors qu'ils ne veulent pas respirer? En fait, l'idée est simple, c'est quand on a une bonne autonomie, c'est facile d'utiliser en fait le touch trigger, c'est très facile, mais pour ça il faut une bonne autonomie. Ou alors utiliser la ventilation à la pipette buccale longtemps. Donc les patients qui commencent assez précocement, s'ils ont toujours utilisé le touch trigger ou un autre, le kiss trigger, peu importe le nom, 10 ans après ils peuvent encore l'utiliser. Mais si on commence quand ils ont une autonomie faible, c'est très difficile. Une des raisons pour laquelle c'est très difficile, c'est qu'ils doivent rester avec l'embout pincé entre les lèvres, et dans ce cas-là, en fait, ça a tendance à auto-triguer. C'est ça le problème. Et la fréquence, en fait, les malades, c'est calent sur la fréquence de la machine, c'est-à-dire qu'il a la pipette tout le temps dans la bouche? Parce que à chaque fois que j'ai essayé de mettre une fréquence de rattrapage, ça ne marche pas. Je viendrai à Dijon, parce que si, c'est... Ils sont comme ça, ils ont un pivot dans la bouche toute la journée, comme ça, ils tiennent entre les dents comme ça. Alors du coup après tu as des déformations, ils se laissent faire, hein. Ils sont très avancés, mais c'est ça, ouais. Là, tu nous as montré en fait de l'aide inspiratoire, mais c'était en ventilation contrôlée en fait. Hein. C'était pas tout à fait de l'aide inspiratoire. Le PS que j'ai montré là? Ouais, le patient, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une fréquence minimum à 20 et il était en ventilation pression contrôlée. C'est-à-dire qu'il pouvait déclencher... Oui, contrôlé, mais oui, sauf que le temps inspiratoire était variable. Oui, c'est ça. C'était ça la particularité. C'est ça, mais il ne déclenchait pas, quoi, en fait, en gros. Hein. Il se laissait ventiler. Si, il pouvait déclencher. Il pouvait déclencher, mais il pouvait déclencher au-dessus de sa fréquence de base. Mais ils le font. Et parce que, en fait, mettre de l'aide inspiratoire avec le KISS sans fréquence, c'est là où ça marche et où il n'y a pas de fuite.
Parce que le truc, c'est lui, il peut se brancher à ce moment-là, déclencher et avoir l'aide inspiratoire. Et c'est vraiment la situation idéale pour les patients justement qui sont à fréquence zéro. À partir du moment où tu imposes une fréquence, c'est sûr que le volumétrique est meilleur. Le problème aussi, c'est que maintenant qu'on a des turbines, et qu'avant c'était des soufflets, la turbine, elle calcule le volume par rapport au volume précédent. Hein. Donc quand le système est ouvert et que le volume est envoyé sur la figure, il baisse finalement la pression parce qu'il n'y a pas de résistance. Et le coup d'après, le volume est plus bas quand il se branche, parce que le truc n'est pas réglé. Et parfois, il faut 2-3 cycles pour qu'il retrouve son volume. Alors, bon, donc c'est un vrai problème. Il y a le magnifique travail de Adam Ogna là-dessus, où il a comparé les machines. Mais on a fait ce travail parce qu'on a vu que ces patients, un certain nombre disaient attendez, moi je ne comprends pas, il faut que j'attende 3 cycles pour avoir ce qu'il me faut. Oui, alors ce n'est pas le cas pour toutes les machines. Donc il y a des machines qui réagissent très très vite. Oui, c'est ça. Ça dépend des machines. Mais il y a quand même des machines où ça prend beaucoup de temps. Un autre problème quand même, parce que tu dis, je ne mets pas de circuit expiratoire. Mais quand on avait interrogé les patients, il y a des patients qui expirent dans le tuyau, et c'est quand même la moitié qui préfèrent expirer dans le tuyau qu'à l'extérieur. Il y en a qui font les deux, et il y en a qui font qu'à l'extérieur. Et alors le problème du KISS, que tous les systèmes KISS, touch et KISS, c'est qu'il y a du rebreathing dedans. Donc s'il reste fermé sur le truc, c'est un problème. Et si tu veux faire un circuit expiratoire avec le KISS, ça ne marche plus. Le KISS ne marche plus. Voilà. Donc il y a un problème. Et d'ailleurs, ils font un calcul savant, mais qui ne marche pas, de vérifier qu'au bout d'un certain temps, il y a une alarme qui se met pour qu'il lâche le truc. Donc chez vous, ça ne marche pas, l'alarme de rebreathing? Si, mais c'est pas intéressant parce que c'est trop tard, si tu veux. C'est après 50 secondes? Ouais, mais enfin, tu fais respirer un sujet pendant 50 secondes sur un circuit fermé, c'est pas terrible quand même. Alors, je comprends cette observation, mais c'est quelque chose qu'on observe quasiment jamais, mais peut-être qu'on ne parle pas des mêmes patients. Ouais. Donc en fait, quand je parle avec Doug McKim du Canada, il a beaucoup de patients ALS, comme tu sais, et c'est vrai que chez ces patients-là, ce sont des patients qui s'accrochent un petit peu à leur pipette, et on le voit beaucoup plus chez ce type de patients. Et donc je pense qu'on peut leur apprendre, c'est assez facile, toutes les 15-20 secondes, un petit peu relâcher l'air. Il suffit de relâcher, et en fait le CO2 va sortir. Chez Yannick, la première fois le patient qu'on a vu sur la vidéo, la première fois qu'il a utilisé l'Astral, il a fait 1 fois, 2 fois cette alarme de rebreathing, et puis pendant pratiquement 2 heures, pendant toute la prise d'image, il n'a plus fait une seule fois. Je pense qu'ils s'apprennent très très vite. D'accord. Le dernier point, c'est est-ce que tu mets les mêmes réglages de volume quand tu fais du volumétrique au cours de la nuit et au cours du jour? Parce que ça, c'est quelque chose on a l'impression qu'il faut mettre quand même plus le jour. Alors ça dépend des machines. Donc ça, c'est en fait une des discussions que nous avons dans le travail publié. En fonction des respirateurs, c'est soit oui, soit non. Donc, enfin, pour le dire simplement, avec le Trilogy, clairement oui, mais avec les autres machines, clairement non. Donc on peut démarrer avec le même volume que celui de la nuit. On a 2 questions. Est-ce que vous pouvez nous détailler comment vous éduquez les patients à l'acquisition de la pipette, s'il vous plaît? Quel programme d'éducation vous avez pour qu'ils s'approprient le système? L'éducation, en fait, comment expliquer ça? La mise en route, pour nous, c'est essentiellement une question d'être préparé psychologiquement. Donc en réalité, on doit être certain que le patient comprenne très bien de quoi il s'agit. Parce qu'autant on a remarqué que quand il démarre la ventilation de nuit, c'est rarement un gros problème, autant démarrer la ventilation de jour, psychologiquement, c'est un gros problème parce que c'est confronter le handicap aux yeux de tout le monde. Et donc en réalité, on me demande souvent comment ça se fait que dans nos séries, on a si peu d'échecs. Et nous avons réellement très peu d'échecs. J'ai dû en installer une centaine de patients. Je pense que j'ai 2 ou 3 échecs sur une centaine de patients installés. Donc c'est très très peu. Je pense que c'est parce qu'on commence très tôt, très très tôt. Et aussi, je pense que les patients sont bien préparés, qu'on leur explique très bien vers quoi on va. Mais au-delà de ça, en fait, notre préparation à nous, c'est d'avoir tout préparé. C'est-à-dire que les machines sont déjà préprogrammées. J'ai un bras, j'ai un système customisé, j'ai l'ensemble de toutes les pipettes et je donne énormément de confiance aux patients. Je leur dis que ce sont des cracks, que c'est des champions du monde,
et je les embarque avec moi. C'est super important. Donc en fait, en 2 heures de temps, on installe une ventilation de jour en 2 heures de temps, y compris la formation à la famille. En 2 heures, on fait tout. Une ventilation de nuit, c'est différent. Mais une ventilation de jour, ça va assez vite. Je vous dirais même que si après une demi-heure, je vois que ça ne va pas, on arrête et on fait appel à la psychologue pour redémarrer une procédure. Mais en une demi-heure de temps, on voit directement si ça va marcher ou pas. Le frein, c'est la psychologie, vraiment. Alors, on a eu des patients avec des macroglossies, des patients très débiles. Donc, vous savez que dans les patients Duchenne, on a quand même beaucoup de patients avec des problèmes cognitifs sévères. Et on a très rarement des soucis avec ça pour apprendre la ventilation à la pipette. Très rarement.